Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce premier épisode de la 4e saison de Course Épique, déjà, Aurélien Dunampalaz, un athlète que j'avais envie de recevoir dans le podcast depuis un très long moment. Et avouons-le, c'était une anomalie de ne pas avoir reçu Aurélien jusqu'ici, une erreur qui est désormais réparée. Aurélien s'illustre au plus haut niveau en trail ou en ski alpinisme depuis le début des années 2010. Il a également été détenteur du record de D+, en 24 heures. Son palmarès est très évocateur et ses performances récentes encore annonciatrices de très beaux jours à venir. Aurélien a tout particulièrement marqué les esprits en ce début d'été 2023 en signant une victoire pleinement maîtrisée sur la mythique Hard Rock 100, une course de 100 miles au cœur des montagnes du Colorado. Une course épique qu'il va nous faire vivre aujourd'hui dans ses baskets. Vous l'entendrez, Aurélien partage avec cœur, spontanéité et une grande humilité cette tonitruante victoire aux États-Unis. J'ai adoré ce moment avec lui, j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus. Aurélien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, solide comme un roc. Salut Aurélien. Salut. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va, je suis rentré en France il y a quelques jours, donc tout va bien. Je me repose encore un petit peu et ça roule. Aurélien, on enregistre cet épisode le vendredi 28 juillet, qui n'est autre que le jour de la Saint-Samson. Et j'avoue que sans son, c'est pas hyper pratique pour faire un podcast, donc j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes de son. Bon, pour la petite histoire, on a un peu galéré à lancer l'enregistrement. Là, ça fait 20 minutes qu'on est en train de chercher une solution technique, mais normalement, on est tout bon là, je pense. Comment ça se passe là, ton retour en France ? T'as pas mal enchaîné là depuis que tu as pris l'avion pour revenir ? Ouais, c'était un peu sportif, sportif dans le sens où j'ai pas eu beaucoup de vrai repos parce que je suis rentré que 2 jours après la course, donc j'étais fatigué forcément, le décalage horaire. Je suis arrivé à Genève chez moi, côté de chez moi, puis j'ai pris un autre avion direct pour aller sur un mariage en Bretagne. Pas de Voilà, répit. non, c'est pas couché tôt. Après, on a pu profiter quand même avec les copains là-bas, on s'est reposé. Et puis là, je suis de retour en Haute-Savoie depuis début de semaine. Est-ce que tu as été finisher sur le dance floor pour le mariage ou pas ? Est-ce que tu as tenu jusqu'au bout ? Ouais. Franchement, j'étais avec le décalage horaire et la fatigue. En fait, ça m'a tout décalé. Pas besoin de bâton pour danser. Non. Aurélien, je vais commencer par notre traditionnelle question d'ouverture du podcast. Je vais te demander de te présenter en quelques mots, mais je vais t'imposer une petite contrainte qui est que tu ne peux pas me parler de sport. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire de toi pour les auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas ou pas très bien pour te présenter, mais sans évoquer tout de suite toute la partie sportive qu'on va évoquer plus largement ensemble ensuite ? Ouais, je m'appelle Aurélien Dunampalaz, j'ai 31 ans là en fin d'année. Je suis originaire de Savoie et je vis maintenant en Haute-Savoie à côté du lac d'Annecy. J'ai fait des études de kiné sur Grenoble. Donc, je suis diplômé depuis une petite dizaine d'années. Je bosse encore un tout petit peu en tant que kiné. En parallèle de ça, je coach aussi des gens. Et quoi te dire de plus en sortant du milieu sportif, c'est compliqué. Hein. Des passions, une passion secrète qu'on ne connaîtrait pas ? Pour la pêche, Ouais, pour le cinéma asiatique. ouais, non, la pêche, ouais, j'aimais bien plus jeune, mais maintenant, je n'ai plus trop le temps. J'aime toujours, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Et non, j'ai une passion pour la cuisine. Pour la cuisine, bien manger, c'est une autre passion que j'aime bien aussi. Ce que tu préfères préparer ? Ton plat absolu, c'est quoi ? Le plat absolu, c'est en hiver, quand tu as fait une bonne session de sport, ça s'appelle la croziflette chez nous en Savoie. C'est des crevettes avec de la crème, du fromage, du reblochon fondu, des lardons, des oignons. C'est un truc très light, avec une salade quand même. Pour avoir bonne conscience, il y a quelques calories au mètre carré là, avec ça. Ouais, exactement. En plein hiver, ça fait du bien. Ouais, exactement. Réconfort. Tu nous l'as dit, tu es né donc dans les Alpes. Quel rapport t'as entretenu toi avec la montagne dans tes jeunes années ? Est-ce que c'était un super terrain de jeu ? Est-ce que déjà il y avait cette idée d'aller faire du sport ? Est-ce que tu avais un état d'esprit un peu explorateur, aventurier ou très contemplatif ? Comment est-ce que toi tu as vécu ta relation à la montagne plus jeune ? Et puis est-ce que tu passais ta vie dehors concrètement, été comme hiver ?
Ouais, c'est un peu ça. J'ai vraiment passé du temps dehors. Alors, j'étais pas du tout sur des sports d'endurance et je faisais pas des sports montagne dans le sens où je faisais j'ai fait longtemps du foot comme tous les enfants jusqu'à 16 ans. Et ensuite, en parallèle, à partir de 12 ans, je faisais du ski alpin. Donc, c'était plutôt ouais, je contemplais la montagne et puis je la descendais en ski alpin. Je la montais en télésiège, en téléski, mais pas de sport d'endurance à proprement dit. Mais j'ai vraiment toujours aimé être dehors, quoi. Quand j'étais petit, on faisait énormément de luge, on allait courir, jouer dans la neige, mais vraiment, je passais pas beaucoup de temps dedans à jouer à la console, quoi. C'est vraiment j'ai toujours été un peu actif, pas hyper actif, mais très actif dehors, à brasser, à aller courir dehors avec les cousins et passer du temps dehors. Qu'est-ce qui te plaisait dans la partie glisse, là dont tu parles, le ski alpin et dans la luge, c'était le côté très ludique, c'est ça qui t'allait bien? Ou le dépassement physique, déjà, il y Oui, avait cette notion-là aussi de se rentrer un peu dedans et une part de prise de risque, en tout cas. ouais, en ski alpin, ouais, clairement, parce que bon, voilà, je faisais de la compétition et j'étais compétitif. Enfin, j'étais pas du tout dans les meilleurs nationaux, hein, loin de là. Mais je faisais tout pour être le plus performant possible. Voilà, sur les entraînements, je me donnais à fond. J'allais farter mes skis. Enfin, j'avais déjà ce côté très compétitif que n'avait pas forcément mon frère, par exemple. Et, euh, et ouais, j'aimais ça. Je faisais des entraînements le matin, moi je restais l'après-midi, puis je faisais du ski toute la journée un petit peu. Ça m'a permis, je pense aussi, de faire créer une certaine caisse aussi, de se faire un peu les cuisses. Et il y a un peu des restes aussi maintenant dans le trail descente. T'étais du genre à être sur les pistes le premier à arriver et le dernier à repartir, ou pas? Est-ce que t'étais déjà dans l'engagement assez fort et dans le dépassement très prononcé? Oui, alors très prononcé peut-être pas, mais oui, oui, clairement, je n'allais pas juste pour faire une heure de ski et ça ne me gênait pas du tout de rester la journée entière. Une fois que l'entraînement était fini le matin, ben, on restait l'après-midi, puis on passait quelques heures de plus à skier dans la poudreuse, dans leur piste, à se faire plaisir, quoi. Ça me donne envie, tu vois, on est en plein mois de juillet, bah voilà, j'ai envie d'aller dans les montagnes et faire du ski. Enfin, moi je fais du snowboard, mais ça me donne envie. Aurélien, autour de la majorité, là tu commences à courir de façon un peu plus assidue dans les montagnes. Est-ce qu'on peut dire que c'est le moment où commence à naître, en tout cas, c'est les balbutiements de ta passion pour le trail, même si tu ne donnais peut-être pas forcément ce nom-là à l'époque, mais est-ce que c'est là où ça commence à se passer autour de tes 18 ans? Et puis, voilà, qu'est-ce que tu as aimé et que tu ne trouvais pas ou qui était peut-être très complémentaire à ce que tu connaissais par ailleurs dans le sport ou dans tes autres hobbies ou dans ta vie étudiante? Eh ben, clairement, ouais, alors, j'allais déjà un petit peu, on faisait quelques balades en montagne de temps en temps avec ma famille avant mes 18 ans, mais c'était vraiment très éparse. Et c'est à la suite de mon année de sélection pour entrer en école de kiné, donc j'avais 19 ans, 18 ans encore là, 18 ans, ouais, je sais pas 19 ans. Donc je me suis mis à aller tout l'été 2011 en montagne à marcher, puis j'ai pris plaisir. L'idée c'était de faire des boucles un peu, de faire des sommets, des trucs un peu logiques, et puis bah, j'ai allongé les distances, je faisais 3, 4, 5 heures des balades. Le lendemain, je faisais un tour de vélo, pareil, long. Ma famille, ils m'ont dit, oh, ben, tu devrais te mettre au trail. Alors, j'ai regardé ce que c'était, comment ça fonctionnait. Et puis, du coup, le 2012, bah, je suis parti comme ça. Et c'est complètement différent de ce que je faisais avant où moi, je faisais du foot et du ski alpin. Alors, il y avait un sport collectif et l'autre individuel où je faisais des compétitions d'1 minute 30 et puis là je passais sur des trucs de plusieurs heures. Mais le côté nature, découverte, paysage, c'est ce qui m'a toujours attiré, ce qui m'attire toujours aujourd'hui, hein. Je prends énormément de plaisir aujourd'hui à passer du temps derrière l'ordinateur sur des cartes, à regarder quel tour je vais faire, quel sommet, quelle traversée je vais faire, et c'est ce qui m'anime le plus. La compétition, c'est la finalité, mais ouais, l'entraînement, c'est vraiment ce qui m'anime le plus, quoi. Donc là, cette dimension compétitive que tu as commencé à aborder sur la course à pied en 2012, ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que tu y trouvais de particulier? Est-ce que c'était un prétexte pour être dehors? Est-ce qu'il y avait déjà cette idée d'essayer de se prendre au jeu et puis d'essayer d'être devant? Enfin, est-ce que tu sentais déjà cette fibre-là? Ou est-ce que très vite, tu as eu aussi, enfin, on le sait, tu as eu très vite des résultats très encourageants, donc tu t'es pris très vite aussi à ce jeu-là de la compétition? Ouais, clairement, c'est mon premier trail, c'est le trail du Nivole-Rodard en 2012. C'était une manche du Trail Tour National Long, donc il y avait Fabien Antolinos, Nicolas Pianet, Ludovic Pomeray, il y avait vraiment tous les bons de l'époque, une bonne partie des meilleurs Français. Et j'avais terminé 10e sur cette course, donc là, clairement, c'était un peu la surprise. Moi, j'avais aucune idée avant la course ce que j'allais pouvoir faire. Et donc, clairement, je me suis pris au jeu de la compétition, hein. On va pas se mentir.
J'aime ça et à partir de là, j'ai enchaîné les autres courses où j'ai réussi à faire des podiums sur des courses plutôt locales mais d'un bon niveau. Et ouais, après c'est l'engrenage, hein, entraînement. C'est foutu. Voilà, toujours le plaisir des sorties, comme je te disais, sorties longues en montagne. Et puis c'est ce qui permet de s'entraîner. Donc il y avait tout pour bien faire, quoi. Les entraînements sur des sorties longues où je me fais plaisir, puis les compétitions, la finalité pour la performance. Est-ce que cette idée de performance, là, tu la considères par rapport à toi? Est-ce que c'est un niveau d'exigence que tu t'affectes à toi ou est-ce que c'est vraiment dans l'idée d'être premier, c'est-à-dire devant les autres, ou est-ce que c'est vraiment toi, être au maximum de tes capacités et puis de te pousser et que la compétition t'incite bien plus à faire ça qu'une sortie plus ordinaire? Est-ce que c'est par rapport à toi globalement? Ouais. Est-ce que c'est par rapport à les autres pour synthétiser ma question de 3 kilomètres? Non, clairement, c'est par rapport à moi. L'idée, moi, quand je m'entraîne, aujourd'hui encore, j'essaye d'innover un petit peu au niveau de mes entraînements, de certaines séances. Il est sorti montagne balade, ça, c'est vraiment sorti gros plaisir. Et puis certaines fois, je vais faire des fractionnés, des choses un peu plus structurées, dans l'idée de pousser mon corps au maximum de ses capacités. Et après, oui, il y a la confrontation avec les autres, mais si les autres sont meilleurs, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. L'idée, c'est vraiment moi d'atteindre le meilleur mon potentiel maximal, c'est de l'atteindre dès que je peux, quoi. Tu nous l'as dit, donc il y a une 10e place très significative déjà au regard de la start list que tu as connue très tôt dans ta carrière en compétition. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà une idée de ton potentiel, de tes capacités? Est-ce que c'est cette course-là ou est-ce que c'est au gré des courses suivantes que tu as commencé à te dire qu'il y avait sûrement quelque chose à faire ou en tout cas que ça valait le coup d'appuyer un peu plus et de t'engager un peu plus dans la discipline? Est-ce que tu as eu besoin d'un regard extérieur de quelqu'un qui à un moment t'a dit Aurélien, faut y aller à fond, là il y a quelque chose vraiment à faire de grand, lance-toi? On m'a jamais poussé vraiment comme ceci. Toute l'année 2012, j'ai enchaîné plusieurs cours. J'étais seul dans mon coin. J'ai pas de sponsor. J'avais ma famille qui me suivait déjà. Mais voilà, je faisais ça d'une manière. Je découvrais ce monde. J'avais 19 ans et j'ai enchaîné des 73 kilomètres. Après, en fin d'été, j'ai fait mon premier ultra du Beaufortin qui faisait 100 kilomètres. Et c'est suite à cette bonne saison en fait que là, j'ai commencé à. Je suis rentré dans le team Adidas l'année d'après. Et puis surtout, au changement, c'est que c'est mon entraîneur actuel. Bon, maintenant, c'est plus un proche avec qui je discute, mais Jean-Louis Ball qui est venu en fin d'année 2012, début 2013, et qui m'a un petit peu pris sous son aile. Ouais, il m'a dit, si tu veux, je peux t'accompagner. Et je le connaissais via Axel Mollard, qui était en école de kiné. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais me faire guider par lui. Et lui, il connaissait énormément le milieu. Il m'a jamais dit, tu vas devenir tu vas devenir ça. Non, il m'a pris sous son aile, il m'a entraîné. Et puis voilà, le résultat était de mieux en mieux d'une année à l'autre. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé au fil des années. De façon assez naturelle finalement et sans calcul à long terme. Oui, oui, tout à fait. Je me suis pas dit dans 10 ans je vais faire ça. J'ai laissé venir. C'est dur d'imaginer comment ça pouvait évoluer le trail il y a 10 ans en arrière, comment j'allais pouvoir évoluer. J'étais encore en études de kiné et puis finalement j'ai réussi à tout couper, quoi. Et les formats longs, ça a été une évidence très vite aussi. Est-ce que tu as senti que c'était ça qui peut-être te plaisait le mieux et là où tu avais le potentiel de performance le plus élevé aussi? Ouais, tout à fait. La première année, sans conseil de personne, je me suis lancé sur un 50 km première course. À la fin de l'été, je faisais mon premier 100 km. La deuxième année, pareil, j'avais fait la CCC et oui, clairement, c'est ce qui m'attirait tout de suite, hein. J'ai quasiment jamais fait de trail court, moins de 40 km. J'en ai fait un petit peu pour préparer certaines autres courses, mais clairement, oui, les gros objectifs, c'est les longues distances et c'est ce qui m'a toujours plu, attiré, hein. Ce qui te plaisait du long, justement, est-ce qui t'a attiré vers ça de façon très naturelle? C'était les retranchements dans lesquels ça pouvait te mener? C'était un prétexte pour passer beaucoup, beaucoup d'heures dehors aussi? Oui, 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 il y a ça parce que clairement, j'aimais et j'aime m'entraîner pas mal d'heures en montagne, donc c'est beaucoup plus bénéfique de faire ça pour préparer des longues distances que si je préparais des 15-20 kilomètres. Puis il y a toujours cet objectif, voilà, de faire un 160 kilomètres, un 100 miles. Donc j'y suis allé quand même progressivement pour ça, mais oui, clairement, j'aime passer du temps dehors, donc faire une course, c'est un peu la même chose. Il faut qu'il y ait cet objectif de passer plusieurs heures dehors et non pas que 2 ou 3 heures sur une course. Donc ce 100 miles à ce format mythique, tu l'avais déjà aussi très tôt en tête. C'était en soi un aboutissement possible, quoi, ou que tu visais. Oui, de toute façon, quand j'ai commencé à connaître le trail, forcément, on parlait de l'UTMB, des choses comme ça.
des traversées comme le GR20, des autres trucs comme ça. Et oui, je voulais pousser ça jusqu'aux 160 km. Voilà, en validant quand même certaines autres étapes sur les 80, 100, 120 km. Mais oui, clairement, c'est sur ces distances-là que je voulais me faire les années qui suivent, quoi. On va beaucoup se parler de la hard rock, là c'est l'objet de notre épisode aujourd'hui, mais quand même, je vais citer quelques-unes de ton palmarès qui est très très étoffé. Tu as été champion de France de trail long en 2018, tu as gagné la Transgrande Canaria en 2021, tu as fini deuxième sur l'UTMB en 2021, je pense que tout le monde s'en souvient. 2 fois deuxième à la Maxi Race en 2022 et cette année également. Tu as battu le record du monde de dénivelé positif en 24 heures avec plus de 17 000 mètres en une journée. On va parler de la hard rock, donc je l'ai dit. Là, si tu pouvais me dire en 2-3 phrases à chaque fois, je vais t'interroger sur des courses que tu as connues jusqu'à maintenant. Celle qui a été la plus surprenante pour toi, celle qui a eu le déroulement le plus inattendu. Je veux dire l'UTMB 2021 parce que tout le monde, euh, tout le monde retient que j'ai terminé deuxième, que j'ai fait une course super bien. Et en fait, moi, finalement, je l'ai vécu un peu différemment parce que la première descente sur Saint-Gervais, j'ai eu des gros soucis musculaires. J'ai dû m'arrêter. J'ai simulé un petit pipi en fait pour dire qu'il fallait que je m'arrête. Comme si mes cuisses elles crempaient en descente. C'était sur les 2 premières heures de course, hein. Et en fait, finalement, à partir de là, j'ai eu des énormes douleurs aux cuisses toute la course. Et en descente, je devais composer avec ça. Et finalement, plusieurs de cours, je me suis dit, est-ce que je vais devoir arrêter? Est-ce que, voilà. Et puis, au fil des heures, j'ai laissé les choses faire et puis c'est allé limite de mieux en mieux. Dans la descente, j'avais plus mal aux cuisses sur Chamonix. Et un scénario que je m'attendais vraiment pas, quoi. Je m'attendais vraiment pas à souffrir au début et puis que je Que termine ça deuxième déroule finalement derrière. avec les douleurs. Oui, exactement. La course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'à maintenant. L'hard rock, clairement, parce que le côté altitude et puis le fait qu'on soit dans un milieu sauvage, on a traversé énormément de rivières, on en parlera peut-être plus tard, mais on avait les pieds trempés du début à la fin. Exigeante, l'hard rock. La course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance. Euh... Défaillance. Ha, ha, ha. Une course Ça qui t'a voudrait dire que échappé. ouais, c'est ça, faudrait que je suis allé au bout. Ou pas forcément d'ailleurs, La- hein, mais t'es pas Non, non, mais forcément... l'Ultra-Pyrénées, les courses en Espagne, c'est une course au mois de septembre-octobre. En Espagne, j'étais en tête, j'avais pris la tête de la course, et puis ensuite le Russe Dimitri Metiev est revenu sur moi, ainsi que l'Espagnol Pablo Villa. Alors que là, on pressentait que j'allais gagner, puis finalement, en fait, pas du tout. J'ai terminé troisième à minute 2 et voilà, moins bien, on va dire. La dernière, celle que tu n'oublieras jamais, là, si tu devais faire tatouer une course avec une année quelque part sur le corps, laquelle ce serait? Ça peut être la hard rock, hein. Ouais, je veux dire l'arbre. Aujourd'hui, sur la ligne de mon palmarès, c'est celle-ci qu'on va retenir, je pense, même plus que l'UTMB, parce que c'est une deuxième place. Si la course est un petit peu moins connue, mais je vais dire l'arbre. Et puis il y en a d'autres à venir surtout. J'espère. On verra. C'est quoi justement pour toi, Aurélien, les ingrédients pour qu'une course elle soit réussie, donc vraiment dans son contexte, hein, ça peut inclure Ouais, l'entraînement, les gens qu'il y a ouais, autour, ouais. l'avant, l'après, le pendant. Qu'est-ce qu'il faut pour que toi, tu aies envie d'y aller, pour que tu en gardes un souvenir plaisant? Quels Mm. ingrédients tu mets dans tout ça, dans l'idée d'une course réussie? Prends le terme comme tu le veux. Ouais. Clairement, en général, en plus, je le sais quand ça va bien se passer. Il faut que je sois bien dans ma tête, dans le sens où, voilà, que j'ai fait l'entraînement qu'il faille, que je sois reposé, que je sois dans un contexte où, ouais, que je sois tranquille. Que j'ai envie de faire cette course, envie de découvrir la course. Là, par exemple, l'Hard Rock, c'était vraiment un nouveau lieu, un dépaysement, et du coup, ça me donnait énormément envie. Et quand on a l'envie, c'est ce qui est primordial sur un ultra trail. Si on y va en se disant, bon, je sais pas trop si j'ai envie ou pas, l'envie, c'est vraiment la première des motivations et des critères qui vont faire que je vais réussir ma course. Si on se penche un peu plus sur toi, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses être tes forces, donc soit innées ou des choses que tu as pris soin de développer, et puis les choses sur lesquelles tu as des chantiers que tu veux identifier encore et sur lesquels tu aspires à travailler là pour la suite? C'est quoi aujourd'hui tes forces et puis tes points d'amélioration? Mes forces d'un point de vue physique, on va dire, c'est en descente, où j'arrive à aller naturellement vite et en étant économique. Euh, Après, d'un point de vue caractère, je dirais que je suis calme. C'est très calme avant la course. Je suis pas du style à être stressé, donc je pense que ça aide pour.
Donc jamais Je pendant suis la course ambitieux. aussi, ni avant, ni pendant, t'es toujours, tu gardes la tête froide en toutes circonstances, même quand t'es un peu entamé physiquement. T'arrives à avoir une recul sur la situation. Oui, oui, clairement, ça c'est, ouais, ouais. Je suis assez posé, que ce soit avant ou pendant la course, donc je pense que ça peut aider dans certaines situations, ouais, clairement. Et puis après, bon, qu'est-ce que mes points forts? Je dirais que je suis ambitieux. Je le montre pas trop, mais je suis ambitieux envers moi, sûrement. Pour une course, je dis jamais que j'ai envie de gagner ou j'ai envie de faire podium, mais envers moi, je sais ce que je veux au fond. Et après, sur les points d'amélioration, dire d'un point de vue physique, je suis loin d'être le meilleur coureur sur les parties roulantes. Alors bon, les profils sur lesquels je m'oriente, c'est pas très important. Mais ouais, il faudrait que je cours un petit peu mieux quand même en règle générale. Et ça veut dire là, l'exigence dont tu fais part, est-ce que ça veut dire que tu es sujet à de la déception beaucoup aussi, si tes exigences sont assez hautes, même si tu les affiches pas? Est-ce que ça t'arrive souvent d'être déçu quand tu n'es pas exactement là où tu penses être? Et est-ce que c'est quelque chose que tu traînes pendant longtemps? Est-ce que tu t'arrives à domestiquer ça ou est-ce que tu gardes aussi du calme dans l'analyse d'une déception? Ouais, je peux être déçu après une course si j'ai pas ce que je veux, mais je vais pas forcément le montrer. Quelqu'un va me dire, ah, t'es content? Je vais dire, oui, oui, ça va. Oui. Bon, ça dépend de la place que je fais, mais ouais, je vais pas le montrer et après, je vais essayer de passer quand même assez vite, au prochain objectif pour voilà, pas que ça me travaille trop, mais je passe vite à autre chose quand même, en effet. Si on prend un peu de hauteur et au gré des entourages auprès desquels toi, tu as pu évoluer, des gens que tu as croisés sur ta route, c'est quoi aujourd'hui le meilleur conseil qu'on ait pu te donner, en tout cas une phrase qui, toi, t'anime, un conseil auquel tu penses de façon régulière dans ta façon d'appréhender tes courses ou autres? C'est la notion de progressivité. Dans le sens où moi j'ai commencé rapidement sur des longues distances. C'est pas forcément ce qu'on préconise et je suis un peu de cet avis de d'être progressif dans. Alors, tout dépend le passé sportif de chacun, mais si quelqu'un veut se lancer sur des trails longue distance, et ben qu'il commence un peu progressivement sur des distances un peu plus courtes. Et cette notion de progressivité, elle est aussi bien valable dans les courses que sur les entraînements, que sur une reprise sportive après un hiver à passer sur les skis, que voilà, cette notion de progressivité, c'est vraiment ce que je garderai vraiment comme conseil principal. Que ce soit revenir à une blessure, revenir après telle ou telle période off Toi, tu as quand même fait un 100 km très rapidement, ceci dit. oui, c'est pour c'est pour ça que je dis que je dis pas qu'il faut faire comme moi, c'est clairement. En fait, il y a une notion de progressivité dans le sens où le 100 km, je l'ai quand même fait en fin d'été. J'ai pas commencé direct pour un 100 km non plus. J'avais déjà fait un 50, après j'avais fait un 70 et après tout l'été, j'avais fait plus cool quand même pour arriver vraiment frais le jour de la. Et puis, donc il y a cette notion de progressivité, puis il y a une notion, je pense que chacun est fait pour quelque chose. Je pense que ceux qui réussissent sur les formats longue distance, c'est parce qu'ils sont faits pour ça. Certains coureurs, je l'ai vu, hein, plein de très bons coureurs qui sont très très bons sur les meilleurs mondiaux sur 40 km. Ils n'arrivent pas même à 70 km à être performants sur un Templier, sur une Maxi Race, parce que je pense qu'ils sont pas faits pour ça. Et voilà, ils ont une foulée qui est différente, un organisme qui est différent. Et puis, il faut avoir cette envie de courir une longue distance. Hein. Courir pour courir une longue distance parce que ça fait bien, parce que non, je pense que faut être fait pour ça, qu'il faut être animé par ça. Et surtout pas s'en écœurer. Si on va trop vite, c'est aussi le Ouais, risque, ouais, c'est justement clairement. de se dégoûter. Ouais, clairement. Et dernière question, Aurélien, de cette introduction. Tu nous l'as dit, là, tu es aujourd'hui kiné, tu as un volume d'heures qui est plus réduit de ce que j'ai compris. Comment est-ce que tout ça se structure aussi? Tu as eu un enfant l'année dernière. Comment est-ce que tout ça trouve sa place? Est-ce que tu arrives à t'accomplir là, dans l'équilibre que tu as créé aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé la bonne formule et la bonne répartition et la bonne place pour chacun? Ou c'est en constante évolution et puis ça peut être bousculé par des grosses échéances, des grosses prépas? Ou est-ce que là aujourd'hui tu vois à peu près clair et c'est la bonne façon de s'organiser? Non, clairement, depuis 2 3 ans, là, je change beaucoup, c'est vrai. J'ai cette possibilité au niveau de mon boulot de kiné de faire un peu comme je veux. Je travaille en profession libérale. Mais en gros, aujourd'hui, je travaille 2 jours par semaine et le reste du temps est dédié au sport et à la famille. Comme tu disais, on a un bébé d'un an, donc je le récupère 2 fois dans la semaine. Cet après-midi, vendredi, je le récupère là en fin de matinée et l'après-midi, il est avec moi. Bon, il fait sa sieste et tout, mais et puis en parallèle aussi, je coach certaines personnes en trail, donc ça me prend un petit peu de temps derrière l'ordinateur.
Mais du coup, ouais, c'est un équilibre à avoir entre ces trois, quatre activités. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le bon équilibre. C'est une question ouais, d'équilibre, surtout avec la famille. C'est important de passer beaucoup de temps avec eux, avec ma copine, mon bébé. J'ai envie de le voir grandir. Donc, après l'approche des gros rendez-vous, c'est sûr qu'il y a des phases un peu plus compliquées où je m'entraîne plus. Ma copine doit gérer plus de choses, clairement. Puis je m'absente un petit peu, forcément, aux États-Unis. Mais aujourd'hui, je pense avoir trouvé un bon équilibre. Ouais. Parfait. Merci beaucoup Aurélien. C'en est fini de cette longue introduction, mais c'était intéressant de donner à mieux te connaître pour nos auditeurs. On va passer maintenant à la séquence du questionnaire de Proust. Alors j'ai une première question qui va peut-être rejoindre ce que tu viens tout juste d'évoquer. C'est la façon dont tu finirais la phrase « Je suis heureux quand ». Je suis heureux quand j'ai couru une course, que ça s'est bien passé et que je me retrouve au restaurant après pour manger. Avec quoi à table? Oh, après une course, franchement, ça peut être une bonne pizza avec une glace derrière. Ouais, c'est Une pas light. croziflette, c'est quand même le must, non? Ouais, la croziflette, ouais, c'est sûr. Mais la croziflette après la course, des fois, ça passe pas top top. C'est plus Et au le Colorado, deuxième c'est repas. peut-être plus dur à trouver aussi, par exemple. Oui, exactement. Un moment qui a changé ta vie pour toujours, Bah, perso, sportif. clairement, l'arrivée de notre fils, voilà, il y a un peu plus d'un an, parce que voilà, c'était formidable ce jour-là, puis ça va changer ma vie pour toujours, ça c'est sûr. Tu nous as fait part de ton calme. Est-ce qu'il y a une émotion que tu gères moins bien que les autres? C'est la troisième question de ce questionnaire. Ouais, je dirais la tristesse, la grande tristesse, ouais. C'est pour ça qu'en général, vous me verrez jamais, je le montrerai jamais, et je suis quasiment jamais triste. Ouais, j'essaie de toujours être heureux parce que c'est pas une émotion que je gère très bien et que j'aime bien, quoi. Et est-ce que tu arrives à exprimer de manière globale tes émotions ou tu contiens un peu la tristesse, mais est-ce que tu peux être amené aussi par la force des choses à un petit peu contrarier l'expression de ton bonheur? Ouais, je contiens quand même pas mal mes émotions. Après, voilà, je sais les montrer quand même. Même pleurer devant les gens, c'est pas quelque chose que vous verrez souvent. Et pourtant, à l'ITMB 2021, j'ai pleuré sur la ligne d'arrivée avec ma copine. Mais ouais, non, je retiens quand même pas mal les émotions en public. Dernière question, pas très facile toujours. Une anecdote, une chose qui est voilà, fun ou qui est au contraire plus sérieuse que l'on ne saurait pas de toi. Bah, ça va reprendre un peu. On en a parlé déjà un petit peu, mais je pense que quand on me voit grand, mince, tous les gens au travail me disent ah, tu devais faire attention à ce que vous mangez, vous mangez pas de trucs trop gras, trop machin. Et en fait, vaut mieux pas m'avoir à table parce que franchement, Tu fais une radia. ah ouais, non, non, à table, je mange énormément. C'est lié à l'activité physique, mais je pense que je mange beaucoup, que ce soit en phase d'entraînement ou même les périodes off. Vaut mieux pas trop m'avoir à table. Je suis un gros mangeur. Et tu t'accordes des plaisirs sans trop te contraindre. Oui, oui, non, clairement, je suis pas trop du style à faire des restrictions. Même à l'approche imminente d'une course, ou est-ce que là, tu as juste quand même par la force des choses la dernière semaine ou les 2-3 dernières semaines? Ouais, ouais, non, clairement, si. Après, je mange naturellement, c'est vraiment une passion. En plus, la nourriture, donc je mange naturellement quasiment tout le temps. Et les 2, 3 jours, voilà, je sais ce qui marche moins bien pour le ventre. Je vais éviter les fibres, notamment, choses comme ça. Et voilà, j'ai mes petites habitudes, mais sans trop se prendre la tête non plus. Merci beaucoup Aurélien de t'être prêté à cet exercice. Je vais présenter maintenant la course épique qui nous intéresse aujourd'hui. C'est donc la Hard Rock 100, qui est un ultra trail qui est organisé chaque année au mois de juillet au Colorado, aux États-Unis. La course elle se dispute sur une boucle de 100 miles, soit environ 165 km, qui compte un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Elle a pour point de départ et pour point d'arrivée la localité de Silvertown, qui est une petite ville charmante, peut-être, tu ne manqueras pas de nous le dire, dans laquelle le temps semble s'être un peu arrêté à l'époque des trains à vapeur qui sont d'ailleurs toujours en activité entre Silvertown et la ville de Durango. Cet ultra, c'est un véritable mythe, c'est un monument aux États-Unis, au même titre que la Western d'ailleurs aux États-Unis, mais bien plus largement aujourd'hui. Il a évidemment la réputation d'être aussi l'une des courses les plus difficiles au monde, ce que tu n'as pas manqué déjà de nous dire, Aurélien. Cet ultra, il offre un décor très sauvage, spectaculaire et perché en hauteur, puisque la moyenne d'altitude de la course est de 3400 mètres. Pour être encore plus précis, cette course compte 11 cols à plus de 3700 mètres, donc 4 à plus de 3009 et plus de 4000 même, avec notamment le point culminant qui est Andy's Peak, qui flirte avec les 4300 mètres d'altitude.
Le parcours combine des sections hyper techniques, des portions roulantes sur des pistes 4x4, des sections de plaine ou encore des segments richement garnis en roches et autres cailloux. Voilà, des belles réjouissances pour les coureurs. Et tout ça en haute altitude, sinon ça serait trop simple. Donc voilà, tout ça, plus les conditions météo qui peuvent être parfois imprévisibles, comme souvent dans la montagne, posent des défis importants aux participants. La première édition de la course, elle a eu lieu en 1992. Seuls 140 coureurs peuvent prendre le départ chaque année de cette course, très sélective dans l'attribution de ces dossards, on l'aura compris. Elle compte en moyenne, depuis le début, seulement 77 finishers par an, soit un peu plus de 50% des participants seulement. Et pour pouvoir participer au tirage au sort et espérer figurer parmi ces 140 coureuses ou coureurs à prendre le départ, il faut avoir couru et terminé l'une des 28 courses de la liste Hard Rock dans les 2 années qui précèdent la course. Cette liste compte notamment le Tour des Gens, la Diag ou encore l'UTMB. Voilà, les places sont chères et toi Aurélien, tu as eu la chance d'être tiré au sort initialement, mais pas pour cette édition, pour l'édition 2022 de la course. Mais tu nous l'as dit, un petit télescopage avec ta vie personnelle aussi à ce moment-là. Enfin, en tout cas, tu as pu reporter, mais tu vas nous le dire. Il y avait 3 autres Françaises et Français qui étaient à tes côtés sur la ligne de départ cette année. Annelise Rousset-Séguret, Claire Banwart et Benyat Marmisol qui était vainqueur de la Diag au mois d'octobre de l'année dernière. Enfin, 2 petites particularités pour finir de présenter la course. Il est possible de faire appel à un ou plusieurs pacers sur la deuxième moitié de la course, chose que tu as faite, et tu vas nous raconter tout ça. Et l'autre point, c'est que la course peut se faire d'une année sur l'autre, peut changer de sens en fait. Elle peut s'emprunter dans un sens puis l'autre. Est-ce que j'ai à peu près bien planté le décor, Aurélien ? Exactement, c'est parfait, aucune erreur. Et ouais, en finissant pour le tour, oui, en effet, une année c'est dans un sens et l'autre année c'est dans l'autre sens. Ça change chaque année. Il y en a un qui a la réputation d'être peut-être un peu moins difficile que l'autre, c'est possible ça ? C'est pas une question de difficulté, c'est plutôt une question de rapidité. Je dirais que, en fait, le sens où on l'a fait nous cette année, on a 3-4 grosses portions de pistes forestières à monter et dans l'autre sens, il faut les descendre, donc ça rend plus rapide dans l'autre sens. Merci pour cette précision intéressante, effectivement. Aurélien, ça se passait super bien cette interview jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est le moment de la question qui pique. C'est une petite question un peu poil à gratter que je vais te poser, qui est très déconnante et donc aucune pression sur l'idée de répondre ou pas justement à cette question, c'est pas très important. On va parler du Colorado aujourd'hui et donc plus particulièrement de la ville de Silvertown, qui est le cadre du départ et de l'arrivée de cette Hard Rock, je t'en ai parlé. Ça va être un vrai faux sur cette ville. Silvertown a adopté, c'est ma première question, a adopté pour la ville une politique de no ties, c'est-à-dire sans cravate. On n'a pas le droit de se balader dans la ville en cravate. En tout cas, c'est pas recommandé. Vrai ou faux, tu penses ? Je dirais vrai. J'en ai pas vu. C'est vrai. Ouais, donc, tu as le droit, hein, évidemment. Je pense que c'est pas vraiment voté de façon officielle. Mais voilà, les habitants, en tout cas, si tu te présentes avec une cravate, ils vont te demander a priori de l'enlever et ils vont te fournir plutôt un accessoire plus approprié comme un bolo tie. Tu vois, c'est les cravates de cow-boy, là, tu vois, avec les 2 petites cordes, okay. là. Ou un bandana. Voilà. Donc, c'est la prochaine fois, tu le sauras si tu as envie de courir en plus de ta tenue compresse sport, voilà, de mettre une cravate, tu pourras pas. Deuxième question, bravo, 1 sur 1. Chaque année, plusieurs salles hypoxiques de la ville font faillite et doivent fermer faute de clients. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non, je dirais faux. Bah non, c'est faux. Elle est déjà assez haute quand même, cette ville, à 2840 mètres. Donc voilà, pas besoin. C'est déjà trop, je crois, pour l'entraînement. Enfin, en tout cas, je crois que c'est recommandé entre 1900 et 2500 mètres de ce que j'ai compris, en tout cas pour se préparer aux hautes altitudes. Franchement, Aurélien, 2 sur 2, impressionnant. Hein. Dernière question pour toi, est-ce que tu vas faire le grand chelem ? Le film Silvertown Siege, disponible sur Netflix, raconte l'histoire d'une célèbre prise d'otage qui a eu lieu dans la ville en 1987. Non, je dirais faux. C'est le hat-trick, c'est le grand chelem. Bravo Aurélien, j'ai pas de mots là. Ouais, franchement, impressionnant. On avait Netflix à la télé là-bas dans la location, mais bon, je l'ai pas vu passer, donc pour ça, je me suis dit non. Franchement, bravo là, t'as été impressionnant. T'en as pas eu plein le dos là de ces questions sur le Colorado et Silvertown. Franchement, chapeau. 3 sur 3, c'est fort. Je suis très fier de toi parce que c'était pas simple. Aurélien, on va parler de ce qui nous intéresse maintenant plus particulièrement. Fini la gaudriole avec ces questions qui piquent. On va parler de cette Hard Rock. Est-ce que tu peux me dire, donc initialement, je l'ai évoqué juste avant, c'était pas prévu que tu sois sur cette édition 2023. Avant même ça, comment est-ce qu'elle est née cette envie de Hard Rock ? Est-ce que c'était une course qui t'a toujours parlé, toujours attiré, ou que tu as découvert peut-être un peu plus tardivement ? Enfin voilà, quelle a été ta relation à Hard Rock et est-ce qu'au moment où tu en as pris connaissance, est-ce que tu t'es dit que c'était un jour quelque chose qu'il fallait que tu coches à tout prix dans ta carrière de sportif ? Ouais, clairement. Bon, j'en ai entendu parler il y a peut-être longtemps, hein, déjà depuis les premières années que je cours. Là, je suivais tous les résultats des meilleurs sur les ultras, Kylian et tout, et voilà, j'ai vu la Hard Rock et puis ce côté montagne. Bien plus que l'UTMB, hein, c'est bien plus sauvage, les dénivelés qui sont plus raides, puis l'altitude, ça me parlait beaucoup plus qu'un UTMB, et je savais que c'était compliqué d'avoir une place pour y aller, fallait déjà lancer un 100 miles, donc
déjà, avant de me dire j'ai envie de la faire, fallait que j'ai fait un 100 miles dans les 2 années précédentes. Et du coup, mon premier 100 miles, c'est l'UTMB 2021. Donc, à partir du moment où j'ai fait cette UTMB, je me suis dit, bah, allez, faut essayer le tirage au sort la première année. Sachant qu'au moment où je me suis inscrit, je savais déjà que si j'étais pris, je ne pourrais pas y aller parce que je connaissais la date d'accouchement de ma copine. Donc, bon, j'ai été surpris d'être pris la première année. Du coup, j'ai dû refuser la position d'y aller et j'ai eu la chance d'être pris une deuxième fois pour cette année-là, 2023. Donc là, j'ai pas laissé passer l'occasion. Ouais, ils ont pas rechigné, ils ont eu aucun problème à décaler ta demande. En fait, ils n'ont pas décalé ma demande. T'as dû te réinscrire à nouveau? Exactement. Sur le règlement, en fait, c'est écrit qu'ils ont le droit de choisir. Eux, ils se donnent le droit de choisir 6 personnes comme ils veulent parmi les gens qui s'inscrivent. Donc, je pense que la première année, ils m'ont choisi suite à ma deuxième place de l'UTMB. Parce qu'en fait, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait quand même un intérêt sportif en prenant 3-4 bons joueurs. Donc, je pense qu'ils m'avaient pris suite à ma deuxième place UTMB. Et l'an dernier, je leur avais mis un petit mail gentiment en disant que j'espérais être pris et il m'avait répondu on croise les doigts pour toi pour 2023. Et du coup, je sais pas s'ils m'ont choisi ou si c'est le tirage au sort. Bon. T'as envoyé une photo de toi avec ton fils, avec un petit panda à côté Non, et même puis pas, oui, un non, petit chaton pour les attendrir. non, même pas, mais bon, je pense qu'ils m'ont choisi aussi, mais bon, je j'ai pas la confirmation. L'histoire ne le dit pas. Non, Ce exactement. qui compte, c'est que tu aies pu avoir ton Exactement. dossard. Et justement, c'était ton premier, j'ai découvert ça cette année, c'était ta première course US en fait, c'est Ouais, ça? mon premier voyage aux États-Unis même. Donc, ouais, c'était Ah, premier voyage, ok, ouais, même même, au-delà du voilà, dossard. il y avait ce côté, bien sûr, l'objectif c'était la compétition et puis on est 2 semaines en avance là-bas, donc profiter également du voyage pour découvrir les US aussi. Enfin, le coin de Silverton surtout. Quel pied quand même de mêler les deux là, première découverte des États-Unis Ouais. plus faire la hard rock. Oui, clairement, Incroyable. Il manquerait plus que tu la gagnes. ouais, c'est ça. Aurélien, avant qu'on rentre dans la prépa et puis tout ce qui t'a mené jusqu'à la hard rock, t'es, je pense on peut le dire, sorti d'une année 2022 qui a été contrariée sur le plan sportif. Elle a été géniale évidemment à titre personnel. Comment t'es sorti de cette année-là? Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu dans les grandes lignes ce qui s'est passé et puis voilà ce que toi ça t'a apporté comme apprentissage? Est-ce que ça a pu peut-être donner chez toi comme envie additionnelle de donner toutes les chances de faire une très grande année 2023? Qu'est-ce que ça m'a apporté? De la frustration, mais non, malheureusement, c'était pas la première année que je passe où j'ai eu des blessures. C'était vraiment particulier 2022 parce qu'il y a eu un peu 3 parties. Début 2022, j'ai eu une blessure au mois de février. Ensuite, j'ai pu reprendre. Ça s'est plutôt bien passé. Début maxi race, voilà, la forme montait, ça allait bien. L'été aussi, juste à l'approche de l'UTMB, j'ai vraiment fait une bonne préparation. Et puis là, paf, 3-4 jours avant l'UTMB, sur un footing, je sens la même blessure qu'en début d'année, mais de côté. Et là, voilà, à partir de là, je savais que la saison était foutue. J'ai pris le départ de l'UTMB, mais si la blessure se confirmait, j'avais dit à ma copine, j'ai 95% de chance de m'arrêter très rapidement, et c'est ce qui a malheureusement eu lieu. Après, voilà, cette année 2022, comme tu l'as dit, ce qui m'a marqué, c'est l'arrivée de mon fils. On est parti à La Réunion, je devais faire Diagonale des Fous, malheureusement, j'ai pas pu courir, mais on est parti là-bas 6 semaines. C'est une merveilleuse vacances en famille. Et après, j'ai pris le temps de vraiment souffler, de récupérer. Et ça m'a pas inquiété pour le futur parce que c'est des blessures que j'avais déjà eues, j'ai déjà eu des grosses blessures et je sais que derrière, en général, je reviens plus fort. Donc ça se confirme encore cette année que derrière, si la préparation se passe bien et que je gère bien, voilà, tout est remis dans l'ordre aujourd'hui, quoi. Donc il y a eu des choses aussi positives malgré tout. Et le rebond Oui, oui, a clairement, été très bon. je suis pas j'ai vraiment pas déprimé après ça. Les gens ils me demandaient comment ça va, pas du tout. Je passe à autre chose, et puis voilà, c'est une année comme ça, et la vie s'arrête pas, c'est une blessure sportive, hein, j'avais rien de cassé, il y a plus grave dans la vie quand même. Si on en revient à ta prépa pour cette Hard Rock 100, tu as intégré pas mal d'entraînements croisés, j'imagine. Tu pratiques pas mal le ski l'hiver, on le sait, le vélo, le VTT quand la météo le permet. Donc voilà, c'est quelque chose que tu as toujours fait. Est-ce que c'est des choses que tu as amplifiées particulièrement dans ta préparation? Et puis voilà, est-ce que le fait que tu aies été blessé, ça a pu aussi jouer sur la répartition de chacun de ce type d'efforts? Et puis il y a la question de l'altitude. Donc voilà, un peu essayer de comprendre comment toi, tu as pu intégrer, ce que dans ton socle habituel, tu as gardé, puisque tu as peut-être pu ajuster. Ouais, clairement, quand j'ai su en mois de décembre que j'étais pris pour la Hard Rock 2023, j'ai vraiment fait un focus sur cette date, là, du 14 juillet. Je revenais d'une blessure, donc au mois de décembre, j'avais pas un gros niveau sportif, on va dire.
Et du coup, je me suis dit, comment je vais faire pour être à 100% ce jour-là. Donc, je revenais d'une blessure. Donc, la priorité, c'était de faire des sports portés et ça tombait bien parce qu'il y avait l'hiver qui arrivait. Donc, c'était un peu compliqué, conditions de neige au début. Donc, j'ai fait pas mal de VTT en mois de décembre. Je voulais pas trop courir, je me forçais à pas aller trop courir. Les gens me demandaient, ah, tu fais beaucoup de vélo, tu cours pas. Mais c'était vraiment volontaire, hein. C'est pas que je pouvais pas, c'était volontaire. Et ensuite, j'ai fait pas mal de ski assez condensé sur la période où il y avait de la neige ici. J'ai fait un peu plus de 100 000 mètres dénivelé positif. C'est un peu ce que je fais chaque hiver. Donc là, voilà, avec un point d'orgue, la Pyramide, la grosse course de ski alpinisme, au mois de mars. Donc une édition particulière avec du mauvais temps, mais voilà, c'était la fin de saison. Donc là, la forme, elle montait déjà bien sur la période hivernale. Et ensuite, j'ai fait une transition à pied avec des petits trails dans le coin. J'ai commencé sur un 30 km, 5. Et puis, je suis monté progressivement avec le trail du niveau Les Revards, Maxi Race, où la forme montait vraiment, je le sentais, je le voyais sur les chronos. Et puis, comme tu disais, il y a cette notion d'altitude à appréhender pour les... Et du coup, j'ai fait appel à une entreprise française et j'ai fait une préparation en tente hypoxique. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, chez moi, j'avais une tente hypoxique dans laquelle je dormais pendant 3 semaines. J'ai dormi entre 3005 et 4005. Et au milieu de cette préparation-là, j'ai fait une course aussi en Italie, une course de ski running à deux. Le Monte Rosa, c'est ça, ski marathon? C'était Monte Rosa ski marathon. On faisait un aller-retour en fait à 4550 mètres d'altitude. Donc voilà, très haut. C'est pas le mieux pour l'adaptation à l'altitude, mais ça me permettait de voir si en cité de course élevée, j'avais des soucis. J'ai eu zéro souci, donc ça m'a vraiment encouragé. Le fait que l'altitude c'était peut-être fait aussi pour moi. Et j'ai terminé la phase de préparation de tente hypoxique. J'ai laissé une semaine de récup et après on est parti aux États-Unis pour les 2 dernières semaines d'acclimatation là-bas. Ça ressemble à quoi une tente hypoxique? C'est un bijou de technologie ou ça peut être relativement rudimentaire? Ah non, c'est assez simple. Ce générateur, en fait, c'est une tente, comme une tente de camping. Donc là, dans laquelle j'avais mis le matelas, c'était autour du lit. Vous pouvez dormir. Parce que j'ai vu une vidéo avec ton fils, je crois, vous jouez dedans, c'est cette Ouais, tente-là, alors ça, justement? c'est pour la vidéo, ça. Hein. Il a pas dormi à 4005. Hein. Il a pas Non, dormi ouais. à 4005, mais Oui, bien sûr. c'est assez simple comme fonctionnement. C'est une tente dans laquelle il y a un tuyau et au bout du tuyau, il y a un générateur qui crée une aire en fait, pris en oxygène pour produire les conditions de haute altitude. Le but, c'était d'adapter tout doucement le corps. Combien de temps tu y passais au maximum? C'est les nuits, donc on va dire entre minimum 7 heures. Ça pouvait aller jusqu'à 10 heures si je traînais dedans. Les jours, j'essaie de profiter des temps où je travaille sur l'ordinateur pour aller dedans. Puis j'ai fait une ou deux sessions aussi de home trainer avec un masque hypoxique. Et là, je pouvais même monter bien plus haut en altitude. Je pouvais monter même non, je faisais à 4005, pardon, et je pouvais monter dans le canapé, je mettais le masque et je pouvais aller jusqu'à 6000 d'altitude. Alors, je l'ai fait une ou deux fois pour voir ce que ça donnait. Et voilà, c'était un peu une phase d'expérimentation aussi pour moi. T'arrives à voir la télé là de 6000 mètres d'altitude ou pas dans ton canapé? Non, C'est c'était pas marrant, trop. ça, je l'ai fait 2 ou 3 fois, 6000 mètres, et j'ai passé 45 minutes, 1 heure, et quand je me levais, il me fallait bien 30 secondes pour reprendre mes esprits parce que ça tournait quand même un petit peu. C'est difficile d'attribuer peut-être à chaque critère dans ta préparation son poids dans ton état de forme. Est-ce que tu as mesuré des impacts de ça avant même d'être au Colorado, de tout ce travail-là sur l'hypoxie? Est-ce que ça rejaillit sur ton état de forme, tu penses? Alors avant, non, je dirais pas non, je dirais pas oui, parce que quand je suis arrivé là-bas, les 2, 3 premières sorties, je suis monté tout de suite à 4000 mètres. Le soir, on redescendait, on était à 2008, on était tout de suite, on restait toujours en haut. J'avais un petit peu mal à la tête les premiers jours. Je me suis dit, bon, ça va passer, je suis un peu fatigué. Et j'ai pas senti, sur le moment en tout cas, de gros regains. Après, le jour de la course, j'étais vraiment très très bien. J'ai eu zéro souci avec l'altitude, donc je pense que la préparation globale à l'altitude a été très bonne. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité d'avoir un pacer sur cette hard rock. Est-ce que le choix de Ludovic Pommeret a été une évidence pour toi? Et quelles étaient tes attentes dans son rôle de pacer, plus spécifiquement pour Ludovic? C'est marrant, c'est croisé au mois de mars en fait au camp de rassemblement Compressport. Et donc il m'a dit qu'il allait faire la Western State, qu'il restait 3 semaines. Et puis du coup 3 semaines, il allait partir la semaine avant la Hard Rock. Et en rigolant, je lui dis tu veux pas rester une semaine de plus, ça tu me fais pacer sur la Hard Rock. Au début, il m'avait dit non, il pouvait pas au niveau du boulot, au niveau des contraintes familiales. Et puis finalement, il a réfléchi, il est revenu vers moi de lui-même. Et c'est lui qui m'a proposé de faire le pacer. Donc forcément, j'ai accepté parce qu'on se connaît. Ludo, c'est un super gars.
J'étais super Il content. court pas trop mal en plus, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. J'avais Ça vraiment va, il se aucun débrouille. souci sur le fait qu'il suive. Même s'il avait fait la Western State 3 semaines avant, j'arrivais, j'avais 90 km dans les jambes, donc j'étais bien fatigué au moment où il prenait le pacing. Et du coup, de lui, qu'est-ce que j'attendais? C'était tout simplement déjà de passer un bon moment ensemble, de discuter, ça me changeait les idées. Et l'hard rock, c'est une course qu'on termine de nuit, à l'inverse de l'UTMB où on finit en journée. Donc le fait d'être accompagné toute la partie de nuit, ça rassure un petit peu, ça permet d'être moins seul en montagne. On passe à 4000, bon, on a des bonnes conditions climatiques, mais on est quand même toujours rassuré quand on est deux tout seul, quoi. Après, le pacing, Tu es pour arrivé. le coup, il est juste là pour courir avec nous. Il a pas le droit de m'aider, que ce soit. Il peut pas me porter quelque chose, il peut pas me donner d'eau, il peut pas me donner de ravitaillement, zéro aide. Il est juste là pour courir avec nous. Tu es arrivé donc plutôt, enfin vous êtes arrivé aux États-Unis 2 semaines avant la course. C'était l'occasion pour toi de reconnaître une partie du parcours. Je crois que tu t'es plutôt concentré sur la fin de course. Qu'est-ce que ça t'a. Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Est-ce que c'était conforme à ce que toi t'avais imaginé, peut-être déjà investigué et creusé en te documentant? Ouais, c'est ce dont quoi je m'attendais. Mis à part le fait que je savais qu'on allait courir dans une rivière au début de course, à la fin de course, mais là j'étais surpris du nombre de rivières qu'il fallait courir. Enfin, le premier jour, j'ai couru 4-5 rivières traversées, puis c'est pas la petite rivière où on peut sauter par-dessus. Non, non, là c'est les pieds dedans jusque mi-tibia au genou, et puis on est trempé, quoi. Donc ça, c'était un peu la surprise. Et puis la neige, surtout, cette année, on a eu beaucoup de neige qui restait sur le parcours. Ça a rendu le terrain très gras par endroits, parce que ça fondait ensuite. Donc beaucoup d'eau. Mais sinon, un terrain très sauvage, je m'attendais à ça. Et avec des parties vraiment très différentes. Et je m'attendais un peu à ça. Est-ce que tu passes du temps avec les autres athlètes français et puis leur entourage qui sont présents aussi sur place? Est-ce que vous vous croisez ou est-ce que voilà, chacun est un peu dans ses journées et fait ce qu'il a à faire de son côté? On était un peu chacun de notre côté. C'est vrai qu'on avait, voilà, j'avais un planning un peu serré entre les recos. Je savais ce que je voulais faire, donc c'était difficile d'allier ça avec tout le monde, sachant que bah, j'étais en famille aussi, donc il y avait mon planning, mais en même temps j'avais donné un petit planning à ma famille pour qu'ils s'occupent, qu'ils se baladent et tout, donc ils me faisaient 100% confiance. Donc je voyais ce que faisaient les autres, notamment Anise Roustem, et on n'était pas forcément ensemble. On s'est croisés juste avant la course, mais pas sur les reconnaissances. La question, ton objectif sur cet hard rock, c'est là tu viens chercher la victoire ou c'est, enfin même si tu sais pas forcément ce que tu disais tout à l'heure, des choses que tu clames, est-ce qu'à l'intérieur de toi c'est la chose que tu viens chercher? Est-ce que c'est faire le mieux possible? Est-ce que c'est en prendre plein les yeux? Enfin voilà, qu'est-ce que tu as en tête à ce moment-là? À quoi tu aspires en te présentant sur la ligne de départ? Oui, clairement, comme tu dis, je l'ai jamais dit à personne, mais oui, je voulais gagner. Autre résultat que la première place m'aurait déçu, je pense. Après, tout dépend de la tournure de la course, hein. Si quelqu'un clairement était meilleur du début à la fin, j'aurais rien pu faire, ben, j'aurais été satisfait probablement d'une deuxième place. Mais au fond de moi, oui, je m'étais dit que c'était pas impossible que je gagne. Après, oui, c'est sûr que je veux pas le clamer haut et fort, ça. Je pense que ça serait prétentieux. Mais comme je disais tout à l'heure, je suis ambitieux. Après, je suis ambitieux, mais j'essaie de rester juste. Là, j'estimais mes chances de gagner. Enfin, c'était possible. Réaliste. Voilà, voilà, tout à fait. Ça restait réaliste. Donc, j'espérais ça. La start list, justement, est-ce qu'il y a des concurrents que tu regardes avec un œil particulièrement attentif? Il y a beaucoup de bons coureurs, mais est-ce qu'il y en a deux, trois dont tu te méfies, entre guillemets? Bah, je m'étais pas trop trompé sur le pronostic. J'avais dit à mes proches que le gros concurrent, c'était Bennett Marmisol, parce qu'il avait fait une grosse préparation comme moi. Je savais que c'était son premier gros objectif. Il était là-bas depuis un mois. Il était arrivé bien avant moi. Donc l'attitude, ça n'avait pas été le souci. Il avait reconnu toutes les parties de la course. Je voyais ce qu'il faisait. Donc je savais que ça allait être lui le gros client. Il sortait d'une victoire à Diagonale des Fous l'année passée, une grosse saison. Et ensuite, il y avait les Américains, mais il y a Dylan Bowman qui a fait deuxième derrière François en 2021. Mais là, je savais, puis je l'avais croisé en plus quelques jours avant. Je savais qu'il était beaucoup moins prêt qu'il y a 2 ans. Donc, je m'attendais à ce qu'il soit peut-être un peu plus en retrait. Et finalement, ça s'est confirmé, quoi. Qu'est-ce que tu avais en tête, toi, comme stratégie de course? J'avais en tête de prendre mon rythme. En fait, le scénario qui s'est passé, c'est-à-dire celui où je suis parti tout seul devant, je m'étais potentiellement préparé à ça. Alors, je pensais pas
depuis les premiers mètres, mais je m'étais dit que c'était possible que je me retrouve en tête dès le premier ravitaillement, et ça me gênait pas du tout. Donc, voilà, je m'étais dit si je suis en tête, eh ben, que je gère mon allure pacing sans me soucier des autres, et c'est ce que j'ai fait, et ça m'a bien réussi, quoi. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette Hard Rock 100? Qu'est-ce que fondamentalement tu viens y chercher, hormis la performance? Ah bah, c'était clairement la découverte de nouveaux paysages, de nouveaux chemins. J'avais pas connu le parcours, du coup, d'habitude, j'aime bien être sur les courses locales, mais du coup, ça enlève un peu la surprise le jour J, quoi. Alors que là, il y a plein de parties que je connaissais pas, très sauvage, c'était super joli, c'était magnifique, et j'ai vraiment apprécié ça. Euh, L'émerveillement. ouais, exactement. Tu cherchais ça aussi. L'UTMB, bah voilà, je le connais. Maintenant, si demain je refais cette course, je connais le parcours par cœur. Donc, il n'y aura pas ce côté émerveillement du chemin, du parcours, des paysages. Ça y est Aurélien, tu t'en es pas rendu compte, mais on est le vendredi 14 juillet 2023. Il est bientôt 6 heures du matin, heure de départ de la course. Comment est-ce que tu vis là ces derniers instants? Et puis est-ce que tu n'es pas trop triste de louper surtout le défilé sur les Champs-Élysées à ce moment-là en France? Non, je ne le regarde pas souvent, donc je suis concentré sur ma course. Je suis heureux, et je me dis que je suis chanceux d'être ici. Impatient? Ouais, impatient, chanceux d'être ici, au Colorado. C'est une aventure incroyable déjà d'être aux États-Unis, et puis courir un des ultras les plus mythiques sur l'échelle trail mondiale. La chose que tu appréhendes, est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a un paramètre qui est plus source d'inquiétude que les autres que tu aurais à l'esprit? Bah, en fait, c'est l'altitude encore une fois, parce que bah, je me suis bien entraîné, je fais des bonnes sorties avec l'altitude, mais c'était pas en condition de course, donc je sais pas ce que ça va donner après 15-20 heures à courir à altitude, je sais pas comment réagir. Et puis finalement, j'ai fait que 500 miles dans ma vie, hein. Celui-ci, c'est du TMB qui s'était très bien passé, mais je venais chercher aussi un peu une espèce de confirmation. Est-ce que je suis bien fait pour ce format? Je crois qu'on a la réponse. Je l'ai aussi. Donc ça y est Aurélien, le départ est donné, donc c'est un départ en solitaire, tu nous l'as dit, et puis vous partez plutôt vite. Est-ce que ça te questionne sur ton allure? Est-ce que tu t'interroges sur le fait de finalement te retrouver assez vite devant en n'ayant pas forcément le sentiment d'appuyer trop à ce moment-là? Ben, en fait, tout le monde m'a dit ça, mais j'ai pas l'impression d'être parti vite. Et alors, je regarde jamais ma montre sur une course. Faut savoir que je regarde jamais le chronomètre sur une course. Et ce jour-là, en fait, sans faire exprès, ma montre bipait tous les kilomètres. J'ai jamais réussi à enlever ça. Donc tous les kilomètres, et le premier kilomètre, je l'ai couru en 4 minutes 27. Donc je crois que ça fait du 13,5. Je pense que vous demandez à tous les coureurs élites, est-ce que ce 13,5 sur un début de course, c'est rapide? Tout le monde va vous dire non, c'est pas spécialement rapide en soi, c'était tout plat, sur du goudron. Donc je suis vraiment pas spécialement parti vite, j'étais en aisance, et c'est les autres qui sont partis encore moins vite. Mais puis j'avais de super sensations ensuite dès que la pente s'est élevée. Donc non, je me suis pas dit je pars trop vite. La première ascension s'est plutôt bien passée et conforte tes premières bonnes intuitions. Ensuite, il y a une première descente. Dès le début, tu décides de faire le choix des bâtons, c'est ça? C'est quoi l'idée derrière ça? Ouais, c'est un truc que je fais quasiment jamais d'habitude, et vu que je connaissais la première descente qui était très raide, plus de 800 mètres de dénivelé, je me suis dit bah je vais descendre avec les bâtons, ça va me freiner. Moi, je descendrai pas trop vite. Bon, je suis quand même bien descendu les chronomètres, mais ouais, l'idée c'était vraiment de se préserver les cuisses au maximum pour la suite de la course, parce que premier ravitaillement c'est kilomètre 15, j'ai un peu moins de 2 heures de course, le chemin étant. Là, tu arrives donc au premier ravito. Si on prend plus globalement ton approche sur ce sujet-là du ravitaillement, est-ce que l'idée c'était d'y passer le moins de temps possible, puisque le premier ravito là va être express, alors c'est le tout début de course et ça peut sembler logique, mais est-ce que globalement il y avait aussi une idée d'être le plus efficient possible sur le ravito et de pas trop s'y étendre? Ah oui, clairement, j'avais dit à mes proches, je passe pas plus de 20 secondes. Je suis arrivé, j'aurais donné les bâtons qui étaient dépliés, j'ai mis mes flasques, ils m'ont mis ce qu'il fallait dans le dos, et je suis parti. Ouais, j'ai dû passer 20 secondes, je pense. Ouais, l'idée c'était vraiment de passer le moins de temps possible, là. Ouais, Une petite flasque de jus de croziflette et hop, ça repart quoi. ouais, c'est ça. Non, c'était de l'eau puis une boisson énergétique. Est-ce que tu peux nous parler là, des 35 km suivants qui sont sur un terrain qui est relativement sauvage? Est-ce que là, tu es dans la contemplation et dans le plaisir? Est-ce que tu vis un moment de grâce, ces débuts de course, tu es devant? Est-ce que voilà, tu es au sommet du plaisir à ce moment-là? Ouais, là, c'est la partie que je connais pas, justement, les 35 kilomètres suivants, enfin, sauf la première montée, là. Et donc, je me retrouve tout seul. C'est très, très sauvage. On a deux petits ravitaillements, mais
très sauvage au bout d'une petite piste forestière et le deuxième même pas. Je crois qu'il y avait des tentes posées, on avait juste de l'eau, je sais même pas s'il y avait à manger. Euh, on croise plein de rivières, on met les pieds dans l'eau, on passe plusieurs fois juste sous les 4000 mètres d'altitude. Et puis non, en fait, au bout de 4h30 de course, je crois, enfin, je sais pas exactement, j'avais pas le chrono, mais je me tape un petit coup de moins bien. Enfin, c'est une petite hypoglycémie, quoi. Je sentais le besoin de manger. Donc là, j'ai mangé tout ce que j'avais sur moi, je crois. Après, il y avait le ravitaillement suivant et j'ai retrouvé tout de suite de bonnes sensations. Et là, je m'amusais vraiment dans la longue descente sur Sherman, c'est le ravitaillement. Sherman. Ouais, ravitaillement. Adrien Séguré, d'ailleurs, que je remercie pour me ravitailler là-bas. Donc là, j'ai vraiment une super sensation, ça déroulait, ça allait super bien. Et arrivé là-bas, pareil, je me suis très très peu arrêté. Ils m'ont donné ce qu'il fallait et je suis reparti, quoi. Là, justement, dans les ravitaux, est-ce que, bon, là, ils sont d'autant plus rapides, mais est-ce que tu es, là, je pense que tu as de la lucidité encore, mais est-ce que tu es sensible à ce qui se passe, aux mots, aux encouragements, aux gestes que tu peux recevoir dans ces moments-là de ravito? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que c'est un moment que tu attends avec impatience et qui te relance aussi émotionnellement, on va dire? Ou est-ce que tu es très focus, très dans ta course et c'est un truc fonctionnel presque? Ouais, non, je suis plutôt dans ma course. Après, je prends le temps de remercier les bénévoles. C'est une course où il y a beaucoup de bénévoles et vu que j'ai pas mon assistance personnelle, et ben, ouais, c'est eux qui m'aident, qui me remplissent les gourdes et ils sont très très efficaces. Ils prennent les gourdes et ils sont vraiment faire le plus vite possible. C'était assez marrant. Donc, je les remercie, mais je reste assez focus sur ma course. Et ensuite, le gros morceau, en tout cas le point culminant de la course qui est Andy's Peak à 4284 mètres. Est-ce que c'est une montée que tu as, enfin une ascension que tu appréhendes? Et puis, est-ce que, voilà, comment tu réagis justement par rapport à ces hautes altitudes en conditions de course? Ouais, le début de la montée est très roulant. C'est une piste forestière qui monte à peine. C'est pas ce que je préfère. Et encore une fois, là, j'ai toujours de bonnes sensations. Donc, je suis vraiment satisfait. Je prends plaisir. Et par contre, la chaleur commence vraiment à arriver. On est dans la journée, la fin de matinée. Et ensuite, ben, l'altitude, voilà, ça augmente. La montée se durcit, mais je préfère parce que je préfère marcher que courir en général. Et plus je monte, ben, forcément, l'altitude, on commence à la sentir en haut, hein, quand on approche les 4000 mètres et même au-delà de 4000. Mais finalement, je monte bien. Et puis, à partir de là, je me retourne, on voit loin derrière soi. Et puis derrière, voilà, je vois Benat Marmisol qui a environ un quart d'heure. Donc je me dis, bah, déjà là, un quart d'heure, ça me laisse une petite marge déjà. Je peux gérer mon allure comme je veux, quoi. Ça te surprend là cet écart déjà à ce moment-là de la course? Alors surprendre, non, dans le sens où déjà avant, dans la partie précédente, je voyais quand même loin derrière moi et je voyais déjà personne à 10 minutes. Donc voilà, vu mon allure que je maintenais, je savais que l'écart n'allait pas diminuer ou en tout cas pas de beaucoup, même s'il montait fort. Bah, du coup, c'était une position agréable, hein. J'étais content de voir cet écart qui permettait de bien gérer ma course. Bon. Ravito suivant au kilomètre 75. Là, tu retrouves tes proches, je crois. Comment se passe ce moment-là? Ouais, ça fait un moment que je les ai pas croisés entre le kilomètre 15 et 75 finalement. Donc là, vraiment, il commence à faire vraiment chaud. C'est une piste forestière. Là, je commence un petit peu à fatiguer sur à l'approche du ravito. Donc j'arrive, je m'assois, je prends le temps de bien manger. Ils me disent que j'ai plus d'un quart d'heure au sommet. Donc je prends vraiment le temps de me poser un petit peu pour faire le plein d'énergie, de bonnes ondes aussi. Et puis après, je repars sur cette longue montée sur une piste forestière encore. Il est quelle heure là dans la journée à peu près pour situer? Là, il doit être 2 heures, je pense, 3 heures, même 3 heures de l'après-midi, je pense, ouais, 3 heures de l'après-midi. Donc là, ouais, même sur la montée suivante, là, qui va jusqu'à 4000 mètres, tu souffres, enfin, tu continues de souffrir de la chaleur. Elle est quand même très prononcée là dans l'après-midi. Ouais, et puis c'est une piste forestière qui est très large, qui est plus ou moins raide sur les endroits, donc on a une marche courte, et puis on passe à côté de beaucoup de voitures qui montent ou qui descendent, des motos, donc même s'ils sont très gentils, les gens s'arrêtent, on mange un petit peu de la poussière quand même, mais ouais, c'est vrai qu'on voit le sommet, ouais, Merci, mais dégagez s'il vous plaît. ouais, on voit la longue piste forestière, on dit oula, faut monter jusqu'à là-haut, on voit tous les zigzags, ouais, c'est un petit peu long, c'est pas le plus agréable, mais bon, ça fait partie de la course, hein. Une fois que tu es arrivé au sommet, là, l'horizon semble plus dégagé que jamais. Au loin, il y a la ville d'Ouray qui se profile. J'imagine que ton cœur chante Hippie Pourray à l'idée de rejoindre Ouais. le ravito qui s'y trouve, qui est aussi la promesse de la retrouver avec Ludo Pomeray, ton pacer de luxe, on peut le dire. Comment est-ce que tu la gères, cette descente? Elle est très très longue la descente. Je l'avais pas reconnue. Ouais, je crois qu'on passe 1h20 à descendre pour 1600 mètres. Donc il y a un petit peu des petites relances même. Elle est pas hyper raide, pas spécialement technique, mais elle est super jolie à les endroits. Mais par contre, il fait vraiment chaud. Là, quand je redescends, c'est la fin de journée. Pourtant, 5h30, mais bon, le
toujours se couche tard, c'est encore en plein soleil. Et puis on redescend sur la partie la plus basse de la course à 2500, je crois. Donc ça fait différence par rapport à 4000 mètres. Ici, on a quand même bien plus chaud en bas. Donc je la gère tant bien que mal. Je suis content d'arriver en bas quand même pour retrouver de nouveau mes proches et me reposer un petit peu et pour refaire le plein d'énergie avant d'attamer la suite avec Ludo. Ouais. Comment il se passe justement les premiers kilomètres qui suivent ensuite avec Ludo? C'est une piste forestière, là, à nouveau, je crois, assez large. Ouais, c'est la partie la plus horrible de la course. C'est la limite piste forestière route. Hein. Vraiment, on avait monté en voiture avec ma famille. Vous pouvez monter avec un vélo de route, même sur les 2 tiers, tellement que c'est un revêtement qui est très, très, très propre. C'est hyper large. Il y a beaucoup de voitures qui descendent là et on mange encore un petit peu de poussière. Celle-ci, elle freinait moins les voitures. Donc là, je commence à être fatigué. C'est la fin de journée. Il fait encore chaud. Malgré les aides de Ludo, je lui dis, ouais, là, ça commence à devenir un peu dur quand même. La pente, elle permet pas de vraiment courir souvent avec la fatigue, donc c'est un peu dur d'accepter de marcher. Mais finalement, j'arrive à monter. Quand tu dis que c'est dur, là, c'est quoi ce que tu ressens? C'est de la douleur? C'est de la lassitude mentale? C'est Non, physiquement, musculaire? de la fatigue, fatigue des jambes. J'ai pas de douleur musculaire, j'ai pas de, non, non, pas de lassitude non plus. C'est plus que ça devient dur de relancer, quoi. Cette idée de marcher, c'est quelque chose qui est facile à accepter pour toi? Est-ce que tu as la crainte que ça puisse revenir derrière? Ou est-ce que tu dis que tout le monde va être logé à la même enseigne, a Ouais, priori? exactement, c'est ça en fait. Et ce qui m'inquiète, je me dis bon, est-ce que derrière il va arriver à courir, à monter plus vite que moi? Parce que je marche, après je marche à bon rythme, mais faut arriver à relancer sur les plats. Et puis finalement en haut, après il y a un ravitaillement en haut et ensuite on continue à monter et là on voit derrière Benat. Moi j'estimais je pensais qu'il était revenu un petit peu et en fait finalement on a eu les écarts au sommet. Je lui ai pris 8 minutes encore dans la montée, donc là ça m'a vraiment encouragé. Comment ça se passe avec Ludo, là, la relation pendant ces moments-là? Est-ce que c'est plutôt taiseux et silencieux? Est-ce que vous parlez beaucoup? Est-ce que ça dépend là quand ça grimpe? Forcément, par la force des choses, vous êtes plus focus. Voilà. Comment se passent ces premières heures avec lui? Quel type de moments vous vivez ensemble? Bah, on discute un petit peu, ouais, bon, assez peu parce qu'on monte, hein, j'ai besoin de souffler, c'est un peu dur pour moi, mais on discute quand même sur ce qui nous attend en haut. Je lui parle, lui connaît pas cette partie, donc je lui dis où elle se met, combien de dénivelé. Il me dit les kilomètres par moment. Puis de moment, il se met devant, il me dit allez, faut relancer. Donc il relance. Moi, j'essaie de suivre. Non, ça c'est bon enfant, même si je suis un peu dans le dur, quoi. Et vous arrivez bien à vous caler justement? Est-ce que ça doit être compliqué peut-être? J'imagine que chacun trouve le bon pace qui toi te va à l'instant T. Est-ce que tu es obligé de parfois le réorienter par rapport à toi, ta capacité du moment? Est-ce que lui, il interprète très, très bien aussi ton allure et il est capable de s'ajuster de façon très naturelle? Ouais, non, il s'ajustait très très bien parce qu'il se mettait juste quelques mètres devant moi. Et puis je voyais qu'il regardait bien tout de suite si je prenais pas de distance. Et non, je pense qu'il avait vraiment la bonne allure. Il y a pour le moment, même je me forçais à le suivre, ça me donnait un petit peu le rythme. Non, il a vraiment été très très bon de ce point de vue-là. Très bien. On va lui mettre une très bonne note sur Pacer Advisor. Voilà. Ludo. Tu arrives ensuite au sommet de Kroger's Canteen à 3950 mètres. Là, tu as une petite pause soupe au poulet qui va te faire beaucoup de bien. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est au physique et au moral, les deux. Ben, les deux, en fait, parce qu'en fait, j'ai perdu beaucoup de sel la journée et j'ai fait l'erreur en bas à Ouray de pas prendre assez de soupe. Et vraiment, je pense que c'est ce qui m'a manqué. Et Ludo m'a dit dans la montée, il m'a dit, t'as pas pris les électrolytes, t'as pas pris ces minéraux. Je dis, ben non, j'ai rien spécial. Et arrivé au sommet, donc 3900, là, c'était vraiment magnifique. C'était fin de journée, limite coucher de soleil, les lumières, vraiment magnifiques. On aura quelques images là, bientôt qui sortiront, mais Ludo filmait ça, c'était vraiment magnifique. Au sommet, on monte dans des talus de neige très très raides où ils avaient fait un peu des marches avec une corde. C'était ouais, vraiment, on sort un peu du trail classique là. Et au sommet, je m'assois sur la petite chaise qu'ils ont, ils mettent une couverture. J'étais super bien. Ludo lui avait froid, il n'avait pas la couverture. Et là, ouais, ils m'ont sorti une soupe au poulet, soupe au vermicelle. Ça m'a fait extrêmement du bien. Puis en fait, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit que Benat Marmital avait pris enfin, je lui avais pris 8 minutes dans la montée. Donc là, voilà, ça m'a vraiment, à partir de ce moment-là, jusqu'à la ligne d'arrivée, mentalement, j'étais vraiment très, très bien où je savais que si je coinçais pas, normalement, la finalité devait être dans mon sens. Et ensuite, derrière, ouais, on a vraiment bien continué notre chemin.
Tu arrives ensuite à Telluride, la ville de Telluride en pleine nuit. Tout se passe toujours très bien, l'écart se creuse. Ensuite, il y a une nouvelle montée. Globalement, comment est-ce que toi, tu appréhendes ces passages de nuit? Et puis là, tu as les pieds dans la neige aussi. Et voilà, est-ce que tout ça te cogne un peu quand même, te rentre dedans? Comment tu fais ces moments un peu particuliers à la fois nocturne et puis les pieds dans la neige? La descente sous Telluride, elle a été vraiment magnifique. J'avais vraiment de super sensations. Même Ludo me disait, mais là, tu descends vite. Euh, je pense que c'est vraiment le fait qu'on m'ait dit que j'ai pris de l'avance encore sur Bennett Marmissol. J'avais une demi-heure d'avance. Donc là, je me suis dit, ouais, c'est quand même vraiment bien. J'avais de super jambes dans les descentes. On a sorti la frontale ensuite en bas sur la fin de descente et pour retrouver mes proches à Telluride. Donc on a fait une bonne pause. On a bien pris le temps de manger. Et j'ai changé les chaussettes d'ailleurs parce que c'était trempé depuis un moment. Je sentais un peu comme quelques effleurements dedans avec cette humidité. Mais j'ai pas changé les chaussures, donc ça n'a pas servi à grand chose, parce que j'ai mis des chaussettes sèches dans des chaussures mouillées, donc le problème a vite été, été résolu, quoi, finalement. Et puis de toute manière, on recroisait des rivières juste après dans tous les sens, donc ça n'a pas changé grand chose. Mais non, j'étais content d'arriver. J'aime bien courir aussi la nuit. J'étais avec Ludo, il faisait frais. Voilà, j'étais dans de bonnes dispositions, franchement. Tu arrives ensuite à l'avant-dernière descente où tout se passe toujours bien. Puis le dernier habito, comment est-ce que là tu vas y avoir un gros break en fait après, tu vas passer 5 heures, c'est ça, sans à l'extérieur, sans voir personne. Et puis la course est loin d'être finie parce qu'il y a encore des gros morceaux. Donc tu es dans quelle disposition? Et puis on regarde ce que tu as dit là sur les écarts avec Benyat. Est-ce que tu commences à t'autoriser à croire que la victoire est quasi acquise ou c'est complètement prématuré? Euh, Quasiment acquise, non, je dirais pas ça. Je me dis que si je continue sur le même rythme, la victoire sera là. Mais voilà, faut pas qu'il y ait de soucis qui arrivent. On est comme sur une partie très sauvage. Des endroits, on n'en parle pas trop, mais on traversait certains névés où il y avait des marches. On pouvait à peine mettre le bout du pied. Des fois, j'éclairais en bas, je voyais pas la fin du névé, donc je me disais, bah, faut pas trop glisser, quoi. Je sais pas bah, si je tombe, je sais pas où je m'arrête, quoi. Mais par contre, il y avait vraiment, encore une fois, de superbes jambes dans les descentes. On descendait vraiment vite dans les descentes et pas de douleur musculaire. Donc, à partir de là, sur une course longue, quand t'as pas mal aux jambes, déjà, c'est quand même un signe. J'arrivais à bien m'alimenter sur les ravitaillements. Je suis reparti avec ma petite flasque de soupe, même, du dernier ravito, parce que c'était long jusqu'à l'arrivée, 5 heures quasiment tout seul, sans croiser mes proches. Donc, j'ai vraiment fait le plein de tout ce qu'il me fallait pour entamer cette dernière partie très sauvage. Il y a aussi un mur final Mm. qui est aussi très costaud. Tu tiens là physiquement, tu es toujours en maîtrise relative de ton sujet au regard des kilomètres que tu as déjà dans la musette. Est-ce que tu arrives à tenir finalement une allure constante et un état d'esprit très positif? Et puis voilà, comment est-ce que tu abordes cette dernière montée et le col de Grand Swamp Pass qui est apparemment très très rock'n'roll? Ouais, c'est ça. Je l'avais reconnu en début de semaine et sauf que ce jour-là, ben, je m'étais dit bah, ils vont mettre un balisage pour dire où passer. Et en fait, on arrive au pied du mur, il n'y avait pas de balisage. Donc il y a un pierrier, vraiment, pierre, et on a 40% de pente. Vous mettez un pied devant, reculez de deux presque. On a vraiment eu du mal à monter. Et au sommet, il y avait de la neige. Je pensais il y aurait eu des marches et en fait la neige avait regelé. On pouvait quasiment pas mettre le pied sur la neige sans glisser. Et on est monté sur le côté. Ouais, on a passé un petit peu de temps, mais bon, je pense que derrière, ça doit être un peu pareil pour tout le monde. Ouais, ça rendait le truc un peu épique, quoi. Globalement, tu as été surpris par la technicité de la course. On avait vu une toute petite partie, mais globalement, ça a été plus technique que ce que tu pensais ou c'était conforme à l'idée que tu avais en Non, tête? c'était conforme à l'idée. Ce qui a rendu la chose un peu différente, c'est vraiment la neige, les conditions de cette année, quoi. La neige dure qui regelait dans l'hiver. Mais sinon, la course reste une course classique parce qu'on a quand même un mélange de tout entre les pistes forestières, les petits singles. Mais on a des parties sauvages que j'ai vraiment adoré aussi. Ouais. On arrive sur du plat, c'est pas courant sur la hard rock, c'est les 4 derniers kilomètres. Là, a priori, la course peut plus t'échapper. Est-ce que, voilà, comment tu vis ces tout derniers instants et ces derniers kilomètres là dans les rues de Silvertown? Ouais, bon, c'est pas vraiment du plat, les derniers kilomètres. C'est un peu des petites relances, mais c'est roules dans lesquelles on peut vraiment courir. On peut courir si on y arrive. Mais d'ailleurs, je suis surpris, j'arrive à bien relancer. Même la montée finale sur une piste forestière, là, je la cours quasiment tout le long. Je crois que j'ai dû marcher 20 mètres. Non, je suis agréablement surpris. Et puis, bah, je suis content. Je sais que là, c'est fait, je vais gagner. Je commence à entendre des sirènes de mes proches dans la ville. Et donc, avec Ludo, on se tape dans la main, on échange un peu, je le remercie. Et c'est ouais, c'est un bon moment.
Tu conclus ces 165 km à la première place, on l'a compris, après 23 heures et 7 secondes d'effort. Il a quel goût, là, ce baiser rituel sur le rocher situé sur la ligne d'arrivée? Celui de la sueur, du travail, du plaisir, de la fierté, du collectif aussi, ou un peu de tout ça en même temps? Ouais, c'est clairement tout ça à mélanger, hein, parce que je me dis que ça fait 6-7 mois que je pense qu'à cette course. Je me suis préparé pour essayer d'être à 100% ce jour-là, et puis ouais, j'ai eu de superbes sensations dès le début. La course s'est très bien passée en règle générale, hein. Ça reste un ultra et des moments un peu plus dur, mais voilà, tout s'est très bien passé, pas de soucis physiques, et puis voilà, une victoire. J'ai pu profiter des semaines d'avant avec ma famille, donc c'est vraiment le voyage un petit peu parfait, quoi. Pour avoir vu la vidéo d'arrivée comme beaucoup, tu sembles très en contrôle. Est-ce qu'à ce moment-là, ça bouillonne à l'intérieur? Ou est-ce qu'au contraire, tu es apaisé ou tu es surtout physiquement tellement éprouvé que c'est compliqué d'extérioriser les choses? Non, alors c'est marrant, c'est complètement. Il y a moins d'émotions qu'à UTMB parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Je suis arrivé à 5 heures du matin, faut bien se rendre compte que tout le monde dort finalement. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de monde à l'arrivée. Il y a plus de photographes et ma famille que d'autres personnes. Donc, Que de ferveur populaire, ouais. ouais. Non, c'est chouette, c'est un bon moment parce qu'il y a le directeur de course, ça reste, c'est fidèle à cette course, quoi. C'est un truc très intimiste, voilà, avec les personnes les bénévoles qui sont là. Dès qu'on a passé la ligne, on rentre dans le gymnase à côté, ils nous font manger ce qu'on veut. Non, ouais, je profite du moment, mais ça reste très intimiste. C'est la première fois de ta vie que tu embrassais un rocher? Ouais, peut-être bien, oui, ouais. C'est fort possible. On a fait pire comme première fois. Mhm. Il y a une autre performance dont j'avais envie de parler, évidemment, c'est celle de Courtney, qui a fini quatrième au scratch, Courtney de Water, en 26h14. Est-ce que tu as un adjectif à dispo pour caractériser sa performance? Parce que moi, j'ai plus d'idées là, tellement elle est impressionnante, stratosphérique. Enfin, Ouais, clairement, on s'attendait à ce qu'elle gagne. Après, il y avait le gros questionnement de l'enchaînement Western State Hard Rock quand même, hein, faut pas se mentir. Je pense qu'elle aurait fait beaucoup mieux en termes de temps si elle avait pas couru la Western. Voilà, elle a un niveau là sur cette course qui était inférieur à celui de la Western, c'est normal. Heureusement, j'ai envie de dire même 3 semaines. ouais, 3 semaines d'écart, ouais, Ouais, où elle avait fait quand même une performance, voilà, inédite au niveau féminin sur une course. Donc ouais, c'est Courtenay, hein. Il y a aussi Benyat, dont on va saluer la performance, hein, une deuxième place sur la Hard Rock, c'est évidemment brillant, donc bravo à lui. Annelise Rousset, septième, c'est aussi très spectaculaire. Claire Banoir, dont on parle assez peu, qui s'est encore illustrée là sur le Tao 200 Mile tout récemment. Globalement, là, les Français ont quand même brillé, quoi. Ça enchaîne après les championnats du monde notamment. On a quand même les couleurs françaises sont souvent très haut placées sur les podiums, ou en tout cas en belle position. Ouais, après, c'est vrai ce que tu dis, mais c'était logique par rapport à la hard rock. C'est une course où il y a une densité qui est quand même beaucoup plus inférieure à celle de l'UTMB, même qu'une diagonale des fous. Je savais qu'au départ, si tout se passait bien, normalement, enfin, sur le papier, j'étais plus ou moins sur le podium, voilà. Mais il y a beaucoup moins de coureurs qui pouvaient prétendre être sur le podium ou sur une victoire. Et une Courtenay l'a trouvé quatrième. Finalement, c'est presque normal vu de ses résultats précédents. Annie, septième, pareil, elle est à sa place par rapport aux autres hommes qui sont dans le top 10. Donc oui, les Français, on était peu, mais je pense on était à notre place aussi sur l'ensemble du top. Et au rendez-vous, il n'y a pas eu de ça raconte Oui, aussi qu'il n'y a pas eu de défaillance. ouais, C'est-à-dire on que ça a était été là. la place qui était peut-être attendue, mais ça a tenu, quoi. Exactement, on était là, on était tous prêts, hein. Anise, Benyat et moi, on était vraiment prêts pour cette course-là. Donc le résultat est un peu une confirmation de tout ça. S'il y avait 3 éléments que tu retiendrais comme clé de ta réussite sur la hard rock, c'est quoi les 3 composantes au sens très large? Ma préparation à l'altitude, qui s'est très bien passée. Ma préparation physique depuis 6 mois, là, qui a vraiment été crescendo. Et mon entourage qui m'a beaucoup aidé dans la dernière phase de préparation, surtout les 2 semaines là-bas, ils m'ont mis dans de bonnes conditions, quoi, pour arriver en bonnes conditions le jour de la course. Le pacing, c'est quelque chose que tu connaissais et sinon, est-ce que tu as vraiment vu le bénéfice aussi d'avoir un pacer à côté de toi sur une fin de course? Enfin, une très grosse fin de course? La seule expérience que j'avais, c'était sur un projet sorti du Covid. J'ai fait le 14 sommet des Bauges, où j'avais un copain ou deux qui avait couru avec moi pour m'accompagner sur ce projet-là.
Donc c'est le seul exemple que j'ai. Et puis également sur les 24 heures aussi, pardon. Donc ces expériences que j'avais, ça aide d'un point de vue mental. Physiquement, non, parce que ils nous poussent pas, ils nous aident pas, ils nous donnent rien. Mais oui, c'est un accompagnement. Après, je suis quelqu'un qui m'entraîne énormément seul, 97% du temps. Donc je sais faire. Je m'étais préparé si Ludo n'était pas là, seul, sans pacer, hein. Donc, mais je pense que ça m'a quand même bien aidé, surtout sur une partie de nuit, ouais. Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi, Aurélien? Ou est-ce qu'elle a conforté des choses dont tu avais conscience, mais ça les a confirmées et appuyées? Ouais, clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'étais venu chercher le fait que je m'entraîne depuis des années pour ce format de 100 miles. En même temps, j'en ai couru que un, l'UTMB 2021. Mais là, j'arrive à la fin de course, je suis pas épuisé non plus. Je discute encore bien. Enfin, et puis j'ai eu très très peu de courbatures suite à la course, donc je pense que je me suis confirmé le fait que je suis en fait pour ces formats-là de longue distance, très longue distance. Ce qui a été le plus difficile à gérer là sur cette hard rock, ça a été l'altitude, la technicité? Qu'est-ce Ouais, que tu retiendrais comme... non, l'altitude, parce que c'est vrai que quand on passait au-delà de 3005, je sentais clairement que j'allais moins vite que sur des allures ici, chez nous dans les Alpes, hein. S'il y en avait qu'une, c'est une question traditionnelle que je pose à la fin du podcast. L'image que tu retiendrais là, s'il y en avait une? Les 10 derniers mètres où je passe dans les barrières avec le caillou qui est éclairé là, à 5 heures du matin, avec le mouflon que je vois. Et je crois que La t'arrives, victoire devient je dis concrète à ce enfin, moment-là. enfin. Et un mot pour décrire ta course? Maîtriser? Ouais, maîtriser, maîtriser, exactement. C'est exactement le terme qui est revenu à plusieurs reprises, parce que j'ai pas eu de gros coups de moins bien, même en partant à bon rythme, et donc maîtriser. Merci beaucoup Aurélien d'avoir partagé avec nous ta hard rock, c'était génial. Voilà, on a beaucoup suivi, on a été beaucoup là dans le monde du trail à suivre à distance ta performance et vos performances. Ça a été haletant à suivre, donc bravo et merci. On va parler un peu du futur pour conclure cet épisode. Là, ton prochain rendez-vous, si je dis pas de bêtises, en tout cas le plus gros, serait la Diag, c'est ça, au mois d'octobre. Est-ce que tu as commencé déjà à t'y consacrer activement? Est-ce que tu as quand même besoin de couper aussi et de faire une rupture assez nette après une course comme à la Hard Rock? Là, on enregistre une dizaine de jours, si je dis pas de bêtises, après, dans 2 semaines après. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi besoin vraiment de faire une coupure nette? Ouais, j'avais clairement fait le choix de faire une vraie coupure, vraiment forcée, même si j'ai pas eu de douleur musculaire. De toute façon, derrière, je partais en vacances. Voilà, j'avais le mariage, tout ça, d'une amie. Donc, je suis rentré. J'ai fait 45 minutes de vélo il y a 2 jours. Et hier, j'ai fait 1 heure et quart de VTT. Sinon, j'ai rien fait depuis 2 semaines. On a 2 semaines de la course. Et là, je vais reprendre. Je me laisse encore une semaine. Je vais faire presque que du vélo. Donc, je vais vraiment couper avec la course à pied volontairement, quitte à perdre un petit peu, mais c'est pas grave. Parce que la diagonale des fous, j'ai beaucoup de temps. J'ai vraiment scindé ma saison en deux parties et la première est réussie. J'ai envie de faire un même focus sur la diagonale et là, je commence à vraiment y réfléchir. Est-ce que c'est difficile de se relancer justement sur un nouveau cycle, un nouvel objectif? Là, la première fois où tu rechausses les baskets pour le premier entraînement qui va te mener à terme sur la Diag, est-ce que c'est difficile ou est-ce que au contraire, après avoir coupé, tu trépignes et c'est l'envie qui prend tout de suite le dessus? Ah non, non, j'ai pas du tout de mal parce que là, franchement, je me freine un petit peu parce que j'aurais envie de découvrir. C'est bien, j'ai plusieurs sollicitations, les podcasts et tout, ça me freine, ça me prend du temps un petit peu. Mais non, non, j'aurais vraiment envie. J'adore m'entraîner, passer du temps dehors. Là, je suis déjà derrière les cartes hygiène en train de regarder quel truc que je vais faire, quelle traversée, quelle balade, pour préparer tout ça cet été au mois de septembre. Tu es déjà dans la construction de la Ouais, com ouais, et de la exactement. Ouais. préparation. Aurélien, je te propose de conclure cet épisode avec non pas le mot de la fin, mais le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise en tête ou une phrase ou une idée que tu as envie de partager avec nous qui pourrait illustrer ton rapport à ta pratique ou plus globalement ton état d'esprit dans la vie? Ouais, tout arrive à point à qui sait attendre. J'ai eu plusieurs blessures, mais c'est ce que je me suis toujours dit. J'ai été blessé le passé, j'ai pas pu aller à la course, et ben c'est pas grave. J'ai attendu une année de plus et j'y suis allé. Et puis en plus je l'ai remporté, donc c'est vraiment incroyable. Et même au niveau du boulot, au niveau de la vie personnelle, c'est un peu une devise que je m'applique. Ouais.
Aurélien, merci beaucoup pour ce motto de la fin et puis merci aussi pour cet échange. Je suis très heureux qu'on ait pu donner à entendre ta Hard Rock 100. Il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont écrit pour me dire il faut qu'Aurélien nous raconte sa course épique. Et moi, le premier, j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir échanger avec toi. Donc, c'est désormais chose faite. Tu nous as vraiment fait vibrer, en tout cas, à des milliers de kilomètres de distance de ces sentiers ardus du Colorado sur lesquels tu as brillamment évolué. Bravo encore pour ce remarquable tour de force. Bonne récup, continue. Tu as l'air dans les bonnes dispositions pour faire une coupure qui soit constructive et voilà, qui t'apporte tout ce qu'il faut pour repartir dans les meilleures dispositions. Et puis, rendez-vous au plus tard du côté de Saint-Pierre, fin octobre, pour vivre la suite de tes belles aventures que je te souhaite d'être à nouveau épique. Merci pour tout, Aurélien. C'était un super moment. Merci à vous. Et puis, j'espère vous avoir fait revivre mon aventure à ma façon, mais c'était un plaisir. Ah, moi, j'étais dedans, en tout cas. Je peux te dire, je l'ai bien vécu et je suis sûr que ce sera pareil pour les auditeurs. Passez un très bel été, Aurélien, avec les tiens. Prends soin d'eux, prends soin de toi. Et puis, rendez-vous très vite pour de beaux défis, encore des belles courses épiques. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.